La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. Au menu de ce Washington Forum du 21 juin, le gros casse-tête humanitaire et politique que posent les réfugiés en Afrique. Les chiffres de l'ONU qui font peur. Au total, quelques 4,3 millions de personnes ont été nouvellement déracinées, révèle le Haut Commissariat aux réfugiés à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié. 800 000 d'entre elles, dont la plupart en Afrique, ont fui leur pays en 2011. Un record puisqu'il s'agit du nombre le plus élevé depuis l'an 2000, des déplacements forcés générés par une série de crises humanitaires majeures qui a commencé à la fin de 2010 en Côte d'Ivoire, rapidement suivie par d'autres en République démocratique du Congo, en Libye, en Somalie, au Soudan et ailleurs. La fin de 2012 s'annonce tout aussi tragique. On s'attend à encore plus de réfugiés, mais à bien moins de fonds pour leur venir en aide. La crise des réfugiés, le point dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique et à Washington Forum. L'actualité en Afrique toujours dominée par la crise au Mali. Notre envoyé spécial Idriss Fall s'est rendu à Gao dans le nord. Qui contrôle quoi à Gao? Il nous fait le point. Je peux dire presque 4 mouvements, si j'ose dire. Il y a le MNLA qui est plus connu, qui occupe le gouvernorat et le camp militaire. Il y a Ansardine de Iyad Agali qui protège, je dirais bien, l'hôpital, la société de l'eau et de l'électricité. Et il y a aussi un troisième mouvement appelé le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui apparemment a recruté beaucoup de militants de la sous-région qui puissent partir des Toubou du Tchad jusqu'à des Sénégalais, les Bororo du Niger et même des Maliens. Maintenant, le quatrième mouvement, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont plusieurs émirs sont descendus des montagnes pour venir, en fait, trouver abri, si j'ose dire, à Gao. Mais dire qui contrôle quoi? Je crois que les islamistes ont la dominante à l'intérieur de la ville. Les populations se sentent plus ou moins en marge de toute cette effervescence de rebelles et d'islamistes, même si, en fait, on leur impose le dictat de la charia pour les femmes. Justement, Idriss, à propos de la charia, nous voyons qu'elle fait fureur à Tombouctou avec ce jeune couple qui a reçu 100 coups de fouet en public pour avoir entretenu une relation hors mariage, scène plutôt moyenâgeuse. Et vous, qu'avez-vous vu à Gao? À Tombouctou, ils ont fini par se marier. À Gao, j'ai rencontré un jeune dont on a coupé le bras droit, la main droite, pour avoir fumé, je ne sais pas, de la drogue ou je ne sais pas quoi. À Gao, les femmes, par peur, mettent le voile. Mais c'est pas toutes les femmes, j'avoue. Mais jusqu'à présent, il est interdit à des jeunes, par exemple, de se balader avec sa copine. Il y a des situations comme ça, mais elle est là-bas en vigueur. Et même les leaders islamistes de Ansardine et tous les autres ont répété que c'est l'application de la charia. Merci Idriss et revenez-nous sains et saufs. J'espère bien, j'ai échappé à la gueule du loup parce que apparemment je travaille pour ce que les terroristes considèrent comme le grand Satan. Donc imaginez-vous ce que ça aurait été s'ils avaient découvert que j'étais un journaliste de la Voix de l'Amérique. Mais je suis ressorti saut et j'espère que je vous reviendrai très bientôt. En tout cas, il n'est pas le Satan à nous. Voilà, Idriss Fall, joint un peu plus tôt à Niamey. Et maintenant, d'autres titres de l'actualité avec Morgane Guériec. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir l'Afrique. Cette semaine, ce qui a le plus marqué les esprits, ce sont les violences interreligieuses au Nigeria. Le sommet du G20, suivi de la conférence sur le développement durable à Rio, ont aussi compté parmi les temps forts de l'actualité. Mais tout d'abord, coup de projecteur sur l'Égypte. C'est toujours le mystère concernant l'état de santé de l'ancien président Hosni Moubarak qui serait plongé dans le coma.
C'est dans ce contexte que la commission électorale a décidé de repousser l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. La tension monte. Des milliers de personnes ont manifesté sur la très célèbre place Tahrir au Caire. Les protestataires dénoncent l'adoption d'une constitution provisoire permettant aux militaires au pouvoir de rester aux commandes, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle. Plusieurs dizaines de personnes tuées au Nigeria dans les violences interreligieuses. Dimanche, 3 églises ont été visées par des attentats suicides dans le nord du pays. Des explosions signées Boko Haram. En réaction, des affrontements intercommunautaires ont éclaté et des couvre-feux ont été décrétés à Damaturu et Kaduna. Au Mexique, le sommet du G20 s'est déroulé sous fond de crise dans la zone euro. L'impasse syrienne a également été au cœur des discussions. Et dans la foulée, la conférence sur le développement durable a débuté hier au Brésil. Rio +20 intervient 20 ans après le tout premier sommet de la Terre. Plus de 100 leaders du monde entier doivent examiner le projet de déclaration finale. Voilà Jacques, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Merci bien Morgane et à très bientôt. L'Afrique abrite tristement le plus gros camp de réfugiés au monde, Dadaab, au Kenya, là où les réfugiés somaliens continuent d'arriver depuis ces 20 dernières années, à tel point que les camps de Dadaab sont devenus la 3e ville du Kenya. Mais ailleurs en Afrique, comme dans l'Ouest par exemple, les camps ne cessent de grossir également, surtout avec la présente crise au Mali. Aucune amélioration en vue non plus. En fait, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, chaque minute, 8 personnes sont confrontées à ce terrible choix, rester sur place au péril de leur vie ou tenter de fuir en risquant le viol, la torture ou pire encore, un choix qu'a dû faire Abdelmajid Haroun, ce réfugié soudanais que vous allez entendre dans ce reportage de Timothée de Nangmai. Abdelmajid Haroun a trouvé refuge aux États-Unis en 2010. Aujourd'hui, il mène une vie plutôt tranquille à Washington, loin du cauchemar qu'il a vécu dans son Soudan natal. En prison pendant 4 mois et demi, il y avait beaucoup de torture. Le gouvernement soudanais n'aime pas les défenseurs des droits humains, donc il vous torture. Il use de crosses de fusil pour vous asséner des coups en pleine nuit. Il vous met dans une chambre où il fait froid, ou parfois dans une chambre à vous faire étouffer de chaleur. Beaucoup ne tiennent pas le coup et tombent malades physiquement et mentalement. L'histoire d'Abdelmajid Haroun illustre la tragédie que vivent plus de 42 millions de personnes à travers le monde, l'une des nombreuses statistiques contenues dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, rapport publié cette semaine pour marquer la Journée mondiale du réfugié. Pour Antonio Guterres, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et chef du HCR, l'année écoulée a été pire à plusieurs niveaux. L'année 2011 a été le théâtre de profondes souffrances. Tant de déracinés happés dans la tourmente en un laps de temps très court entraîne un coût élevé au plan personnel pour toutes les personnes affectées. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants au système de protection internationale d'avoir tenu bon et sur le fait que les frontières soient restées ouvertes. Cette année a été particulièrement difficile. Le dernier rapport du HCR qui s'intitule « Tendance mondiale pour 2011 » met en lumière pour la première fois l'étendue du déplacement forcé. Ainsi, selon le document, 4,3 millions de personnes ont été nouvellement déracinées. Les statistiques sont certes importantes pour expliquer ce drame des réfugiés, mais c'est un drame qui a avant tout un visage humain, comme celui d'Abdelmajid Haroun, lui qui prie pour des jours meilleurs pour ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en train de vivre ce cauchemar qu'il a vécu quelques années de cela. Timothée de Nangmai, La Voix de l'Amérique, à Washington. Merci Timothée. Entrons d'emblée dans le vif du sujet. 3 invités ce soir. Via Skype, le Burkinabé Valentin Tapsoba, représentant régional du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il est à Dakar, au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi sur ce plateau de La Voix de l'Amérique, Boubacar Keïta, secrétaire général de l'Association des Maliens de Washington DC. Bonsoir. Bonsoir.
et Olivier Kalanda, réfugié de la République démocratique du Congo à Washington DC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Voilà, en fait Olivier, je vais commencer avec vous, parce que là on vient d'entendre l'histoire de ce réfugié soudanais. Vous êtes congolais, vous êtes réfugié ici à Washington DC. D'abord, racontez-nous le cauchemar que vous avez vécu. Au fait, les effets sont déroulés lorsque j'étais encore là-bas. En fait, j'étais encore petit, mais j'ai quelques mémoires dans ma tête. On a fui la guerre, on s'est déplacé dans les pays voisins. J'étais encore petit, c'était à l'âge de 10 ans. On s'est réfugié pendant 10 ans, 16 ans, jusqu'à ce moment-ci que je me suis retrouvé aux États-Unis. D'accord, je sens un peu la souffrance dans la voix. Je vais y revenir. Valentin Tapsoba, l'histoire d'Olivier Kalanda, une parmi tant d'autres, des millions d'autres en fait. En 2009, le HCR faisait état de 42 millions de réfugiés dans le monde, dont un nombre important en Afrique. Dans votre dernier rapport, vous parlez de 42,5 millions de personnes. Chiffre pas du tout encourageant. Pourquoi ? Oui, merci bien, Monsieur Aristide. Effectivement, de nous donner la parole pour pouvoir élaborer sur ça. Nous avons fait sortir le rapport 42 millions et demi. Ça concerne et les réfugiés et les déplacés internes. Et je dois dire qu'il y a une différence entre réfugiés et déplacés internes parce qu'un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays par la guerre, par le racisme, la discrimination, pour aller dans un autre pays pour trouver refuge. Le déplacé interne, c'est quelqu'un qui est resté dans le pays mais qui ne vit pas dans sa zone natale. Qui, par exemple, quelqu'un qui est, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui est à Tabou et qui quitte Tabou pour aller à Guiglo, cette personne peut être qualifiée comme déplacée interne pendant la guerre qui a fini en avril 2011. Donc, hier, comme vous le savez très bien, c'était la journée mondiale du réfugié et le thème était personne ne veut devenir réfugié. Et là, nous avons pris ce thème vraiment pour faire un plaidoyer, montrer un plaidoyer au monde entier pour dire que le réfugié, n'importe qui peut devenir réfugié. Et nous devrions vraiment avoir la solidarité, avoir la tolérance pour ces réfugiés. Et aussi, il faut aussi comprendre que dans ce genre de situation, le réfugié, c'est comme vous ou comme moi. Il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'un abri pour se protéger. Donc, un réfugié, c'est un être humain et les pays qui les ont accueillis, les pays normalement devraient ouvrir leur cœur, leurs portes pour les accueillir en toute quiétude pour qu'ils puissent vraiment vivre en toute Évidemment, M. Tapsoba, on va revenir sur cet aspect solidarité, mais je voulais vous demander, est-ce que ce chiffre, donc 42 millions, est-ce que ce chiffre traduit également un certain échec au niveau des rapatriements ? Oui, mais vous savez, l'échec, on ne peut pas dire qu'il y a un échec parce que autant que les gens sortent, il y a aussi, nous faisons un travail de sensibilisation et une fois que les conditions dans les pays d'origine sont plus ou moins réunies, les gens veulent rentrer parce que comme vous le savez, on le dit, il fait bon vivre chez soi. Donc je peux vous illustrer, si vous prenez le cas il y a 2 guerres du Libéria, les gens ont fui, on avait plus de 100 000 personnes dehors. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés libériens qui sont rentrés pour aider à reconstruire leur pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire que vous avez connue, il y a eu pas mal de réfugiés, au moins dans les 150 000, 200 000 qui étaient partis en asile. Et maintenant, il y a au moins 150 000 qui sont rentrés.
Absolument, manière Monsieur Tapsoba. En fait, je vais donner la parole maintenant à Boubacar Keïta. Boubacar, en fait, la situation des réfugiés s'est donc envenimée dans la région ouest africaine avec la crise dans le nord du Mali, votre pays d'origine. Selon le HCR, 150 000 Maliens ont fui pour chercher refuge dans les pays voisins. Triste sort pour beaucoup de vos compatriotes, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. On pourrait même dire que la situation est dramatique, parce qu'il y avait une crise alimentaire qui pointait son nez dans la région. C'est une région désertique, et voir ces milliers de personnes se déplacer à travers le désert pour aller trouver refuge dans un autre pays est vraiment dramatique. D'accord. C'est une situation difficile. Oui, donc avant d'aborder la question de fonds nécessaires pour venir en aide aux réfugiés africains, cette question du Tchad, si on peut écouter maintenant cette question en fait, alors, voilà. Donc. Je m'appelle Barma Vincent, je vous appelle Jamel Assad. La question est de savoir est-ce que les grandes puissances, à savoir la Chine, les États-Unis, la France ne peut pas s'associer et lutter contre ce problème. Valentin Tapsoba, vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question. Vous l'avez entendu? Pas très bien. Il y a eu des coupures là. La ligne n'était pas bonne. Si vous pouvez répéter la question pour moi, en fait, bien sûr, Barma Vincent du Tchad, donc, qui voulait savoir si les grandes puissances mondiales telles que la Chine et les États-Unis peuvent unir leurs efforts pour combattre ce fléau. Oui, mais c'est ça le problème. Mais vous savez, ce fléau, pourquoi nous devions attendre que d'autres puissances viennent nous aider à les combattre? La solution réside en nous-mêmes. Si il y a une bonne, comme on le dit, la gestion des affaires courantes au niveau de l'État, c'est vraiment impeccable. C'est la transparence. Et les revenus sont distribués à tout le monde de façon plus ou moins équitable, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Donc moi je pense qu'au lieu de chercher à inviter les grandes puissances de venir éteindre le feu, c'est nous-mêmes qui devions nous assurer de ne pas le commencer. D'accord. Et je dois signaler en fait que la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a cette semaine en fait parlé de l'engagement des États-Unis justement pour revenir en aide aux réfugiés. En fait, une question qui nous amène à parler des moyens financiers et autres qu'il faudra trouver pour venir en aide à ce nombre croissant de réfugiés. C'est quelque chose qui peut avant tout se faire à travers la solidarité dont nous pouvons nous-mêmes faire preuve. Justement, Boubacar Keïta, votre association elle-même ici à Washington, que peut-elle faire pour ces réfugiés qui ont fui le nord du Mali? En fait, avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons déjà, nous sommes très loin du pays, mais nous avons commencé une collecte de vivres et de vêtements que nous comptons envoyer le plus rapidement possible au pays, auprès des réfugiés et des déplacés. Et aussi nous avons fait des levées de fonds. Nous avons fait un partenariat avec certaines organisations non gouvernementales et comme International Relief, et nous essayons d'avoir assez de fonds que nous allons envoyer pour essayer d'alléger les souffrances de ces personnes réfugiées dans les autres pays. D'accord. Olivier Kalonda, cette question à vous. Vous êtes maintenant aux États-Unis. Pensez-vous que la solidarité sur le plan international peut jouer un rôle crucial? En fait, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que avant tout, eux-mêmes, le gouvernement doit penser aux droits de l'homme. D'accord. Olivier, alors Washington Forum en direct sur la Voix de l'Amérique. Ce soir, la crise des réfugiés. Restez avec nous.
Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débat, interview, analyse, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. Jacques Aristide à Washington, 3 invités avec nous. Boubacar Keïta, secrétaire général de l'Association des Maliens de Washington DC. Olivier Kalonda, réfugié de la République démocratique du Congo aux États-Unis. Et Valentin Tapsoba, représentant régional du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il est à Dakar, au Sénégal. Et maintenant, quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Germain Prose Schéma, voilà ce qu'il dit. Pour moi, je crois qu'au lieu de secourir les réfugiés, on devrait résoudre les causes telles que la guerre, la pauvreté et la faim, pas les conséquences. Arnaud Atsou, Libreville, Gabon. Salut Jacques, bienvenue dans notre grande famille, merci beaucoup. Je pense plutôt que nos ex-pays colonisateurs doivent revoir leur politique envers l'Afrique. J'imagine mal pourquoi ces grandes puissances, pour leurs besoins en ressources, sont capables de créer des guerres de toutes pièces. C'est donc évident qu'en temps de conflit, le peuple cherche à se protéger et il est donc à la recherche d'un abri très sûr. Et puis Benjamin Balmac, nous sommes ressortissants d'un pays, RD Congo, particulièrement touché par les mouvements de la population suite aux conflits armés. Nous en avons marre avec les conditions de vie des réfugiés, mais les causes sont partagées entre les acteurs étatiques et internationaux. L'aide n'est pas toujours préalable parce qu'elle vient aussi de certains pays qui soutiennent le conflit et c'est une contradiction et en quelque sorte de l'hypocrisie. La meilleure solidarité, c'est la prise de conscience et la volonté des acteurs pour la cessation des hostilités et les réfugiés peuvent se prendre en charge eux-mêmes une fois leur zone d'origine pacifiée. Voilà un long commentaire de notre ami de la RD Congo. Voilà. Commentaire au téléphone également du Bénin. Nous écoutons. Bonsoir Jacques Aristide, je suis Chadari Nounagnon depuis Cotonou au Bénin. Il y a quelques semaines, les réfugiés ont quitté leur camp pour débarquer dans la ville de Cotonou parce que leurs conditions de vie n'étaient pas ce qu'ils voulaient, mais ils sont repartis sans avoir gain de cause. Les populations des pays d'accueil, nous leur demandons de faire preuve d'humanisme, de solidarité et de permettre aux réfugiés de se sentir comme chez eux. Quant à l'Union africaine, les Nations unies, le Haut Commissariat aux réfugiés, ils doivent s'impliquer davantage dans la résolution de la crise des réfugiés. La meilleure solution est d'organiser progressivement leur retour dans leur pays d'origine. Pour ce faire, il faut apporter la paix en Afrique. Regardez un peu ce qui se passe au nord du Nigeria, au Mali, en Libye, pour ne citer que ces pays-là. Merci et à bientôt. Merci bien à vous, Nounagnon. Il s'agit en fait de cet aspect qui concerne les solutions durables qu'il faudra dégager. Valentin Tapsoba, Nounagnon a notamment parlé du HCR. Une réaction ? Oui, moi je suis d'accord avec l'auditeur parce que normalement, quand les réfugiés arrivent, c'est la population locale d'abord qui les accueille avant que le gouvernement d'asile et aussi le HCR ou les autres agences onusiennes ne puissent aider. Mais quand il dit que les gens doivent partir, on ne peut pas obliger un réfugié à rentrer chez lui, de retourner. Il faut que cela se fasse de façon librement consentie. Et aussi, les conditions de retour doivent être au moins pacifiées. Parce que si les conditions au niveau du pays d'origine ne sont pas pacifiées, ça veut dire que le réfugié va rentrer, mais demain encore, il va reprendre le chemin d'asile.
Oui, en fait, Monsieur Tapsoba, j'allais vous demander concernant les moyens financiers, puisque vous êtes toujours là. Votre patron, Antonio Guterres, récemment, en fait, il a dit qu'il y a un manque de moyens. Je sais que votre organisation, c'est une organisation onusienne, mais c'est pas vraiment financé directement par l'ONU. Donc, une année encore difficile pour vous. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, là, n'est-ce pas? Absolument, absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Aristide. Je voudrais me permettre quand même de vous dire la crise malienne actuelle. Nous avons à peu près 30 000 réfugiés maliens en Algérie. Au Niger, nous en avons 42 000. Au Burkina, 65 000. Et en Mauritanie, 71 000. Donc vous voyez, tout ce monde, s'il faut les nourrir, s'occuper de leur santé, s'occuper de leurs besoins, comme ce que je vous disais, un réfugié, c'est comme vous et moi. Il faut vraiment beaucoup d'argent. Nous avons fait un appel à cette crise malienne d'un montant de 153 millions de dollars. Et aujourd'hui, je peux vous dire, nous ne sommes qu'à 20% du montant requis. Donc, vous pouvez vous imaginer, même pas 50%, ce qui peut se passer. Donc, nous tendons la main aux donateurs, aux hommes de bonne volonté, au secteur privé, pour nous venir en aide, pour que nous puissions vraiment prendre en charge, pleinement en charge, les personnes, les frères et les sœurs qui sont en détresse. Voilà, c'est tout un problème. On arrive presque à la fin de cette émission. Je vais vous demander, alors le problème est toujours là. On va commencer avec Boubacar. Quelle voie à suivre? Mais les voies à suivre, comme on dit certains auditeurs, il faudrait déjà que nous ayons des solutions sur place pour qu'il n'y ait pas de problème récurrent qui se passe comme d'habitude chez nous, plus particulièrement en Afrique. Nous avons toujours des guerres. Il faudrait peut-être penser aux causes des guerres et non pas essayer de gérer les conséquences de ces guerres. Si nous arrivons à gérer ces problèmes-là, je pense que ce serait déjà une solution au problème des réfugiés. Un mot rapide d'Olivier. Olivier? En fait, je pense à ces problèmes-là. La solution est entre les Africains eux-mêmes. D'accord. Et Monsieur Tapsoba, évidemment, on veut trouver des solutions durables très rapidement. Je sais que vous travaillez sur pas mal de stratégies. Et donc, en deux mots pour vous, comment arriver à des solutions? Oui, moi je reprends encore ce que les deux autres ont dit précédemment. Effectivement, nous devrions nous-mêmes trouver la solution. Et pour moi, c'est la bonne gouvernance. Si nous pouvons vraiment que les pays, nos dirigeants, fassent tout pour avoir une très bonne gouvernance, je pense que ça serait un pas vraiment de l'avant vers la fin des problèmes qui minent l'Afrique et qui minent son développement harmonieux. La gouvernance, la paix, est-ce que vous pensez, Boubacar, que c'est en phase avec la réalité du terrain, vous pensez? Mais tout à fait, si on a une bonne gouvernance dans un pays, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait un problème. Une bonne gouvernance veut dire que les citoyens sont engagés dans la vie de la société. Donc ils sont aptes à reconnaître les problèmes qui peuvent surgir et y répondre plus facilement en concomitance avec l'État. D'accord. Et donc, en quelque sorte aussi, il faut impliquer les réfugiés dans les décisions qu'il faut prendre. Vous êtes passé par là, Olivier. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage... Je sais, c'est difficile quand on est sur le terrain de dire impliquer les réfugiés. C'est beaucoup dire, peut-être c'est tellement 20 même, je dirais, 20 mots. Mais vous pensez quand même qu'il faudrait impliquer les réfugiés dans tout ça? Parce que c'est une critique récurrente en fait contre le HCR. Monsieur Tapsoba, peut-être rapidement pour terminer dessus. Hein, donc en fait, voilà. Donc 20 secondes, Monsieur Tapsoba. Il faut impliquer davantage les réfugiés, oui? Oui, absolument, parce que nous travaillons pour eux. Vous ne pouvez pas travailler pour une personne et puis ne pas mettre cette personne-là au centre de la décision, parce que en dernier ressort, c'est vous travaillez pour cette personne. Donc cette personne doit vraiment être au centre. Très bien, Monsieur Tapsoba, merci beaucoup. Merci, Monsieur Tapsoba, c'est vrai, voilà. Le temps est limité, voilà. Tapsoba, représentant régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés à Dakar. Ici à Washington, Boubacar Keïta, secrétaire général de l'Association des Maliens, et Olivier Kalonda, réfugié congolais. Merci d'avoir été des nôtres et merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Au revoir.